Bienvenue dans Entre deux obstacles, le podcast qui vous emmène au cœur du monde équestre. Je suis Alice, passionnée d'équitation et cavalière ayant renoué avec sa passion après 20 ans d'arrêt. À travers ce podcast, je partage avec vous mes découvertes, mes apprentissages, mes rencontres et mes réflexions autour de l'univers du cheval. Que vous soyez cavalier débutant, confirmé ou simplement curieux, j'espère que ces échanges vous inspireront. Allez, en selle, c'est parti pour un nouvel épisode d'Entre deux obstacles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode d'Entre deux obstacles. Aujourd'hui, je suis avec Emma Leclerc-Moineau d'Ostéopause, ostéopathe animalier. Elle aide notamment les chevaux à retrouver équilibre, confort et performance grâce à des manipulations spécifiques. On va découvrir ensemble en quoi consiste vraiment l'ostéopathie équine, quand y avoir recours et comment cela peut changer la vie de nos chevaux. Bonjour Emma, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, je vais commencer, si tu veux bien, par te demander de te présenter et de nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de comment tu es devenue ostéopathe équin. Alors moi, je m'appelle Emma Leclerc-Moineau. J'ai 24 ans à la fin de l'année. Je suis officiellement ostéopathe animalier depuis novembre de l'année dernière. Alors à la base, moi, j'ai fait une prépa veto parce que le plan de base, c'était d'être vétérinaire. Comme beaucoup, j'ai pas réussi parce que c'est des études vraiment compliquées avec très peu de place. Donc j'ai pas réussi. À l'issue de ma deuxième année, j'ai pas voulu repartir sur une troisième année de prépa et j'avais demandé d'autres alternatives pour accéder aux écoles veto. J'ai pas été acceptée. Du coup, il a fallu penser à un plan B, voire C, D, E. Et en fait, je voulais trouver quelque chose en rapport avec les animaux quand même. Et en faisant des recherches, ma maman elle est tombée sur les écoles d'ostéopathie animale. Okay. Alors au début, moi je pensais qu'on ne pouvait pas y accéder sans passer par une école veto. Donc j'y ai pas pensé du tout. Et en fait non, il y a pas mal d'écoles en France qui permettent d'accéder à ces études-là sans passer par la voie vétérinaire. Donc en fait, il y a deux moyens d'être ostéopathe animalier en France. Soit tu fais un cursus vétérinaire avec une spécialisation ostéopathe animalier derrière, soit tu fais une école. Et dans cette voie-là, tu as deux possibilités. Le plus classique, c'est les écoles en 5 ans. Donc, en post-bac, tu rentres en école, c'est des écoles privées. Tu fais 5 ans d'école. Et moi, ce que j'ai fait, c'est une école en 3 ans. Donc, c'est une école qui prenait avec obligatoirement 2 ans de post-bac, parce qu'au total, il faut avoir fait 5 ans d'études sup pour pouvoir attester du diplôme. Donc, moi, j'ai fait l'école en 3 ans pour tout simplement ne pas repartir sur 5 ans et partir sur 3 ans directement. Et en fait, après les 3 ou les 5 ans, l'école te délivre un diplôme qui n'est pas valable. Alors ça, c'est la petite particularité. En fait, les écoles seules ne permettent pas de pratiquer légalement le métier. Il faut faire les 3 ou les 5 ans, donc tu fais tout ton cursus. Et ensuite, quand tu as terminé, tu dois aller passer un examen sous l'ordre des vétérinaires, qui s'appelle ça le CNOV. Donc tu as d'abord une partie théorique. C'est un QCM de 120 questions. Sympa. Voilà. Alors, c'est pas un QCM à point négatif, c'est soit t'as juste, soit t'as faux. Une réponse par question. Donc, dit comme ça, tout le monde me disait oui, c'est super simple comme QCM. Oui, sauf que c'est super simple, sauf que, en fait, non, il n'est pas si simple. Typiquement, moi, je me suis retrouvée sur ma session. Il y a eu plusieurs questions, par exemple, sur des questions d'anatomie, où on me demandait quelle est la vertèbre qui a tel rôle. Et c'est une vertèbre en particulier selon l'espèce. Donc on me précise l'espèce. Moi je sais, mettons, c'est la 13e. Sauf que dans la réponse, tu n'as jamais la 13. tu as la 14, la 17, la 2. Donc en gros, ils nous disent toujours il faut répondre la réponse la plus juste. Ce qui fait que des fois, tu n'as pas la réponse dans les questions, tout comme des fois, tu as plusieurs réponses possibles. D'accord. Donc c'est un QCM avec une seule solution. Potentiellement, il y en a plusieurs qui peuvent fonctionner. Il y en a potentiellement plusieurs et c'est les questions les plus dures. Hein. Quand tu as plusieurs réponses, faut réussir à se mettre dans la tête du veto, de se dire ok, donc lui, comment il envisage les choses,
Parce que ça c'est juste, ça c'est juste, ça c'est juste, mais typiquement pour les pathologies, hein, on te dit telle pathologie, elle est caractérisée par quels symptômes. Et on sort plusieurs des symptômes. Il faut vraiment savoir quel est le truc caractéristique. Donc en fait, dit comme ça, c'est un QCM qui est super simple. Dans les faits, sur les derniers chiffres, il y a 40% de réussite. Ok. Ce qui n'est pas énorme. Et une fois qu'on a validé cette partie théorique, on a les résultats sous une dizaine de jours. Je crois que je les ai eu sous 10 jours. On a une partie pratique. Donc cette fois-ci, on se pointe dans une des écoles. Quand on arrive, on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. Donc on arrive de façon, quand tu sais pas quel animal. C'est ça, on ne sait pas sur quel animal on va tomber, on n'a pas connaissance du cas avant d'arriver. Okay. Donc le matin on arrive, on fait un tirage au sort, tout le monde passe dans un ordre aléatoire et on tire au sort une espèce. Soit on tire carnivore et à ce moment-là on ne sait pas si ce sera un chien ou un chat, soit on tire ruminant, bon là pas de doute ce sera une vache, ou équin et là ce sera un cheval. Okay. Moi je suis tombée j'avais un carnivore et ça a été un chien. Donc moi quand je suis arrivée, j'avais mon horaire de passage. C'était en début d'après-midi, donc je suis restée sur place. Je suis arrivée une demi-heure avant l'heure. La propriétaire est arrivée pas très longtemps après, ce qui fait que j'ai su que c'était un chien. Enfin, comme j'étais la première de l'après-midi, il n'y avait pas de doute. Je savais que c'était un chien, mais en principe, on ne sait pas sur quel animal on travaille quand c'est un carnivore avant d'être dans la salle. On a 25 minutes de préparation. Donc c'est 25 minutes où comme si on déroulait une séance, mais seulement la partie où on fait des tests. Donc c'est toutes les questions au propriétaire, on fait tout le testing sur l'animal, mais on ne fait pas tout ce qui est déblocage. En fait, on prépare le diagnostic entre guillemets. C'est un peu la partie théorique pour vraiment comprendre les symptômes, pour comprendre c'est l'animal. Ça. Et une fois que les 25 minutes sont passées, on passe devant le jury. Alors au début, le jury nous interroge sur ce qu'on appelle la chaîne dysfonctionnelle. En fait, quand on vient faire les testings sur l'animal, on a différentes zones au hasard. Hein. La mâchoire, il y a une cervicale, 2 vertèbres, le coude, la hanche et le genou, plus le rein et l'estomac, tout ça c'est bloqué. On doit prendre toutes les petites parties de notre animal, mettre en lumière d'abord quelle est la zone, l'articulation ou le viscère qui est le plus bloqué, qui a le plus de problématiques, celui qui, en théorie, serait à l'origine de tous les autres blocages. Ensuite, une fois qu'on a mis en évidence celui-là, on part de ce blocage-là et on doit le relier à tous les autres blocages sur l'animal via des liens anatomiques, que ce soit du muscle, du nerf, de la vascularisation, des ligaments, des moyens d'union, des liens anatomiques. Donc quand on passe devant le jury, on déroule cette chaîne-là. Donc on leur dit, alors pour moi, le blocage primaire, les blocages, on appelle ça les dysfonctions. La dysfonction primaire, c'est, mettons, la hanche droite. Et je vais vous dérouler la chaîne. Donc tu dis, la hanche droite, je l'ai reliée à mon rein avec tel lien. Je l'ai aussi reliée à ma cervicale avec tel lien. Je te dis n'importe quoi. Hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça. Et en fait, cette partie-là, elle leur permet de vérifier, grosso modo, tes connaissances en anatomie. En soi, ils ont pas... Comme tu as validé la théorie, c'est estimé que normalement, l'anatomie, c'est acquis. Mais ils vérifient quand même que tu n'es pas complètement à côté de la plaque et que tu n'as pas sorti n'importe quoi. Donc, soit tu es vraiment à peu près juste partout et ils te posent une ou deux questions d'anatomie, soit en rapport avec ce que tu as dit, soit qui n'ont rien à voir, juste histoire d'eux. Soit tu as des petits cafouillages et ils te font revenir dessus. Ça ne veut pas dire que tu t'es planté. Et ils te font revenir dessus pour voir si tu es capable d'analyser là où tu t'es trompé, pourquoi tu t'es trompé, est-ce que c'est vraiment logique, est-ce que c'est le stress qui a fait que, ou est-ce que tu n'as juste pas compris ce que tu avais sous les mains. Ensuite, ils te demandent quel est ton plan de traitement, comment tu veux faire, par où tu veux commencer. Et là, c'est pareil, tu leur expliques toi comment tu as prévu de faire les choses. Soit ils sont d'accord avec toi, et tant mieux. Soit ils sont pas d'accord avec toi, et alors là, soit tu es vraiment sûr de toi, et tu dis, si, moi je veux faire comme ça, et t'expliques vraiment pourquoi. Soit t'étais pas trop sûr de toi, ou alors tu as un doute, et tu dis, ouais, ok, tu discutes un peu avec eux, et finalement tu finis par suivre leur plan à eux.
Bon, moi, dans mon cas, j'ai voulu commencer... Enfin, ce que je voulais faire, et l'ostéo, en fait, n'était pas trop convaincu. Dans le jury, tu as un ostéo, un veto et un veto-ostéo. L'ostéo, là, du jury, n'était pas trop convaincu. Je lui ai dit, ben, si, moi, je vais faire comme ça parce que je lui ai déroulé tous mes arguments. Il m'a dit, ok. Bon, là, tu sais qu'il ne faut pas te planter derrière. Donc, je commence, machin, je fais ma première manip. Ça marche très bien. Et à partir de là, il m'a laissé dérouler tout comme je voulais. Parce qu'il a vu que la première manip, elle a fonctionné, que j'étais positionnée comme il fallait. Donc, quand tu fais tes manips, il vérifie déjà si tu es bien placé. Toi, si ton positionnement dans l'espace il est correct. Pas que tu sois mis de sorte. Enfin, faut pas que tu sois positionné en mode je vais me péter le dos à chaque manip, je suis pas bien. Il vérifie tout ce qui est sécurité. Donc, il faut constamment parler avec le propriétaire, lui dire tu tiens bien l'animal comme ça, tu fais attention, il va peut-être réagir parce que c'est une zone qui est peut-être sensible. Toujours vérifier qu'on est dans un champ de sécurité, qu'on n'a pas la tête, là dans le cas du chien, qu'on n'a pas la tête du chien à proximité de la nôtre, qu'il n'y a pas de moyen, enfin qu'il n'y a aucun moyen pour lui de morsure ou quoi, que tu es positionné de sorte à si jamais l'animal il réagit, que tu puisses t'écarter le plus vite possible. Ça c'est hyper important parce que c'est ce qui est le plus éliminatoire sur cette épreuve-là. Donc il vérifie l'aspect sécuritaire, ta position, la position de tes mains. Tout bête, hein. Tu dis je vais manipuler la hanche. Si tu es sur les lombaires et pas sur les hanches, c'est un peu un problème. Donc il vérifie ça et ensuite il vérifie évidemment ta manipulation en soi. Mais en vrai, la manipulation en elle-même, c'est ce qui vient en dernier. Oui, parce que avant ils t'ont donc tu as toute cette partie un peu théorique. C'est ça. Face en fait, au jury, vraiment, et vérifie étape par étape parce qu'on a bien entendu un être vivant entre les mains. Exactement. Donc même si c'est une épreuve et que tu es examiné, le but c'est quand même que ton patient à la fin s'en sorte bien. Nous, on nous a toujours dit, ils ne viennent pas vérifier que vous êtes des bons ostéos, ils sont là pour vérifier premièrement que vous n'êtes pas dangereux et que vous ne faites pas n'importe quoi. Après, ta manip sur le coup, elle marche pas. Bon, si tu étais bien positionné, que ton explication elle était correcte, que c'était logique, que ça allait avec ce qu'ils avaient sous les yeux, ça marche pas, bon, ça marche pas à tous les coups, on est débutant en soi, on est en situation de stress, ils t'en veulent pas. Donc c'est pour ça que vraiment la manipulation, c'est ce qui vient en dernier. Et donc cette partie-là, elle dure 25 minutes aussi. Tout le monde, enfin, en général, on ne fait pas l'animal en entier, vu qu'il y a tout plein de questions qui t'arrêtent sur plein de trucs. Quand ça se passe bien, tu fais 3, 4, voire 5 manipulations, pas plus en général. Et donc une fois que tu as validé la partie théorique et la partie pratique, tu es inscrit sur liste des ostéopathes non vétérinaires qui te permet légalement de pratiquer l'ostéopathie en France, l'ostéopathie animale. Ok, très bien. Donc c'est un sacré parcours. Donc tu as ces 3 ou 5 ans de formation, ouais. Mais à la fin, il faut que ça fasse 5 ans. Ouais. Et après, tu as ton examen théorique sur les questions. C'est ça. Et sans cette partie pratique, c'est pas valide. Donc tu passes après devant le jury pour montrer que tu as bien compris et que tu sais faire. Là, pour la pratique, les derniers chiffres que j'ai vus, c'était 60% de réussite. Donc on est quand même mieux que sur la théorie. Donc c'est 60% des 40% qui ont réussi. C'est ça. D'accord. Donc si tu passes pas la théorie, tu ne peux pas passer la pratique. C'est ça. Et ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'étudiants qui mettent 1 ou 2 ans à valider leur examen en complet. Parce qu'en plus, si tu n'as pas validé ta théorie du premier coup ou ta pratique, tu passes sur liste d'attente et il faut attendre de mémoire 6 mois avant de repasser sur une liste prioritaire. Ça veut dire que tu es sur une liste d'attente, tu as un certain numéro sur ta liste d'attente, et sur une session, s'il y a un étudiant qui, au dernier moment, a dit « je ne peux pas venir », ils appellent les gens sur liste d'attente pour leur dire vous pouvez venir à cette session. Mais si tu n'es pas appelé pendant 6 mois en étant sur liste d'attente, tu repasses sur une liste prioritaire. C'est-à-dire que normalement, tu es censé faire partie des prochaines sessions. Mais okay. C'est rare que les étudiants arrivent à repasser avant 6 mois. Donc ça veut dire qu'il faut quand même attendre 6 mois après avoir passé ta théorie. Pendant les 6 mois, techniquement, tu n'es plus à l'école. Alors je sais que moi, à mon école, ils proposaient aux étudiants qui n'avaient pas réussi de revenir en cours avec les 3e années de l'année suivante.
de temps en temps pour venir s'entraîner, machin. Mais bon, t'es quand même plus à l'école, t'es plus dans le truc, c'est très long. Oui. Et moi, j'ai plusieurs témoignages, il y en a qui ont dû la passer 3 fois la théorie. Après, t'as la pratique. Oui. Que t'as pas forcément du premier coup non plus. C'est ça. Donc, ce qui fait qu'il y en a qui mettent beaucoup de temps à le passer, cet examen. Il n'est pas encore hyper au point, parce qu'il date de 2017 seulement. Ça a été mis en place en 2017 quand ils ont commencé à réguler l'ostéopathie en France, enfin l'ostéopathie animale, parce que bon, quand les écoles ont été créées, pas de problème. Sauf qu'à côté, t'as des petits malins qui ont commencé à faire des formations. Formation 6 semaines pour être ostéopathe animalier. Bon, on va pas se mentir, quand tu sais qu'à la base, c'est 5 ans d'études, 6 semaines, c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas le même niveau à la fin. C'est pas le même niveau à la fin, voire c'est pas de l'ostéopathie. Okay. Voilà, l'examen n'est pas parfait. Après, on peut pas leur en vouloir, ça fait pas très longtemps que c'est là. Ils sont pas au point forcément sur tout ce qui est attendu. C'est pour ça que ça le rend compliqué aussi. Et puis bon, s'il était trop facile... Ça reste une sorte de médecine, donc il faut qu'il y ait un certain niveau de compétence, de connaissance. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Bien sûr, parce que comme dit, il y a un être vivant à la fin qui doit se sentir mieux en sortant de chez toi. C'est ça. Et donc là, tu nous dis qu'au niveau de l'examen, tu travailles soit sur un chien, un chat, une vache ou un cheval. Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'après, par exemple, toi, tu as décidé de peut-être travailler un peu plus avec les chevaux ou bien est-ce qu'encore aujourd'hui, tu travailles avec tous ces animaux-là ? Alors en fait, pour passer l'examen, il faut qu'on soit au point sur les 4 espèces-là. Et plus, si les écoles le permettent. Nous, je sais qu'on nous a fait travailler aussi sur des chèvres, sur des ânes, sur des lapins, sur des cochons d'Inde. Mais ça, c'est optionnel, entre guillemets, pour l'examen. Par contre, quand on passe l'examen, il faut vraiment être au point sur les 4 espèces-là parce que tout le monde peut tomber sur une des 4. Okay. Et ensuite, libre à toi de choisir si tu souhaites éliminer une des espèces de ta clientèle, si tu veux te spécialiser sur une seule des espèces. Alors moi, c'est vrai que je fais beaucoup de chevaux, forcément. Maintenant, je fais quand même toutes les autres espèces aussi. J'ai pas mal de chiens, j'ai quelques chats. Vaches, j'en ai pas encore fait parce que c'est un peu compliqué d'entrer dans le milieu des agriculteurs. Par contre, j'ai déjà fait plusieurs chèvres, brebis, tous ces animaux-là. Ça, j'en ai quand même fait quelques-uns. Donc, clientèle très diversifiée. C'est ça. Ok, super. Et donc, tu travailles beaucoup avec les chevaux parce que tu viens du monde équestre. Ça fait combien de temps que tu fais de l'équitation ? Ça fait 15 ans, je crois. Ça doit faire 15 ans à peu près. Et donc, c'est pour ça, je suppose, que tu gardes ce lien aussi fort avec c'est vrai que forcément, c'est les animaux que je côtoie le plus, donc avec lesquels j'ai le plus de facilité. J'ai jamais eu de chien. Alors, j'en ai côtoyé parce que mes grands-parents en ont toujours eu, mais j'en ai jamais eu au quotidien avec moi. Donc c'est vrai que les chiens, je mettais un peu plus de temps à les poser, à rentrer bien en contact avec et à vraiment analyser tout ce qui est la locomotion et tout. Ça, c'est vrai que au début, je mettais un peu plus de temps. Pas énorme, hein, mais à côté des chevaux où... que tu connais beaucoup mieux. Aujourd'hui, à force déjà de monter à cheval, de regarder les gens monter, d'avoir vu des chevaux vraiment de toutes sortes, aujourd'hui, je regarde un cheval, marcher, trotter, je peux déjà presque te faire un diagnostic. Okay. Enfin, un diagnostic entre guillemets. Que, oui. Parenthèse, le mot diagnostic n'est pas censé faire partie de notre vocabulaire. D'accord. Diagnostic, c'est un mot qui est réservé, c'est un terme vétérinaire, en fait. D'accord. Parce que nous, en tant que tel, on ne pose pas de diagnostic. On fait un bilan fonctionnel. Mais bon, c'est plus simple de dire diagnostic. Donc, diagnostic égale bilan. C'est ça. On fait le point sur ce qu'on voit. C'est ça. Ce qu'on ressent, je suppose aussi, par rapport à l'auscultation. C'est ça. Ok, super. Et si maintenant, on se concentrait sur le côté donc, équin, en quelques mots, comment est-ce que tu expliquerais l'ostéopathie à quelqu'un, un débutant? Tu vas voir les petits cavaliers qu'on a au club qui viennent d'arriver, ils viennent pour la rentrée et on leur fait un petit tour de toutes les situations qu'ils peuvent rencontrer. Et toi, en tant qu'ostéopathe équin, comment tu décris ton métier de façon très simple pour qu'ils comprennent? Alors, pour les chevaux, on a le vétérinaire
Le vétérinaire, il soigne les maladies, grosso modo. Le maréchal ferrant, lui, il s'occupe des pieds du cheval. Le dentiste, lui, c'est les dents. L'ostéo, lui, il vient s'occuper de tout ce qui est locomoteur, en gros résumé. Donc en fait, l'objectif de l'ostéopathe, il regarde le cheval, il le regarde marcher, il le regarde trotter, il regarde comment il fonctionne, comment son corps bouge, sur une ligne droite, sur une courbe. Après, il le regarde quand le cheval est arrêté. Est-ce qu'il y a un groupe de muscles qui est plus développé qu'un autre groupe? Est-ce que l'arrière du cheval est plus musclé que l'avant? Est-ce qu'il est plutôt musclé de manière homogène? Vraiment, c'est récolter toutes ces petites informations. Quand il bouge, on voit que l'antérieur droit, il avance un tout petit peu moins loin que l'antérieur gauche. On voit que le bassin, il se lève un tout petit peu moins du côté gauche aussi. La tête, quand elle bouge, ça a l'air d'être plus souple d'un côté que de l'autre. Puis mon cheval, quand il est arrêté, je vois qu'il est plutôt musclé de l'avant, il a une grosse encolure, il a des grosses épaules. Par contre, tout ce qui est fessier, postérieur, là, c'est un peu plus creux, on a un peu moins de muscles. Et donc, après avoir fait la récolte de toutes ces informations-là, l'ostéopathe vient mettre les mains sur l'animal, vient mettre les mains sur le cheval. Une première partie, on fait de la palpation, on vérifie. Et oui, effectivement, ici, je sens qu'il y a beaucoup de muscles. Par contre, derrière, je sens qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, tiens, là, sur le dos, je sens que c'est un peu chaud. Puis, si je bouge un petit peu, c'est un peu raide. Ça, c'est pareil, c'est une première collecte d'informations avant de rentrer dans le vif du sujet. Et une fois qu'on a vraiment tout ça, ça permet de cibler les zones où potentiellement le cheval il a quelques problèmes. Et à partir de là, on vient tester les articulations de tout le cheval. Donc on vient tester les articulations dans la nuque, on vient tester les cervicales une par une. Pareil, les vertèbres, on fait bouger les vertèbres une par une. Sur les membres, pareil, on fait l'épaule, le coude, le carpe, les phalanges, le postérieur, on fait les hanches, tout ça, le bassin. Ensuite, on vient tester la mobilité des viscères. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est pas si bizarre que ça. Le cheval, il a une peau. D'abord, il a des poils. En dessous, il a une peau. En dessous, il a des muscles. Plusieurs couches de muscles. Et en dessous, il y a des viscères à certains endroits. Mettons, tu prends sur le flanc gauche, c'est là où se situe l'estomac, grosso modo. L'estomac, il est dans tout le flanc gauche. Quand on vient tester les viscères, d'abord, on pose la main sur le poil du cheval. Si tu appuies un petit peu plus, tu es en contact avec sa peau. Si tu appuies un petit peu plus, tu es en contact avec le muscle superficiel. Plus tu appuies, plus tu es en contact en direct, bien sûr, mais avec les couches musculaires, jusqu'à temps que tu atteignes la paroi de ton estomac. Ça se sent vachement bien quand tu le fais sur nous. C'est un truc que je montre à tout le monde parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre dit comme ça, je viens faire bouger l'estomac. Les gens ils me regardent et me disent « Ah d'accord ». Donc pour pas que ça ait l'air de trop pouvoir magique, je le montre sur les gens, je leur dis « Regarde, là si je mets mon doigt sur toi, là je suis en surface, tu sens que ta peau, je la frôle à peine. » Puis j'appuie de plus en plus, puis je vois bien que premièrement ça fait pas mal quand j'appuie vraiment, quand je rentre encore plus en contact avec leur corps. Puis ils sentent, eux, qu'au bout d'un moment, ouais, c'est vrai, là, tu es dans mon muscle. Ah ouais, c'est vrai, là, tu touches mon os. Et c'est pareil avec les viscères. Donc c'est comme ça que je rentre en contact. Là, je vais prendre l'exemple de l'estomac. Donc j'ai une main sur une partie de l'estomac, une main sur l'autre. Et comme j'ai vraiment empilé toutes les couches de l'animal, tout est compacté, et si je bouge mes mains, c'est pas que la peau ou que le muscle qui va bouger, c'est ce qu'il y a en dessous aussi. Et donc, je viens tester la mobilité des viscères comme ça, donc estomac, foie, rein, ovaire chez les juments, beaucoup. Et le reste, mais bon, c'est principalement ce qui pose problème, entre guillemets. Et ensuite, quand on a testé tout ça, on a tous les blocages. Il y a un blocage dans la nuque, il y a un blocage dans les cervicales, il y a un blocage dans l'épaule, il y a un blocage dans la hanche. Et alors, les blocages des viscères, il y a beaucoup de gens qui pensent que « Ah mince, mon cheval, il a un problème à l'estomac. L'ostéo a dit qu'il avait un problème à l'estomac. Peut-être il a des ulcères ou peut-être il est malade. » Non. Ce qu'on trouve comme problématique sur les viscères,
ça découle des blocages qui sont ailleurs. Exemple tout facile, chez les filles, quand on a nos règles, on a mal au dos. Pourquoi on a mal au dos ? Parce qu'on a les ovaires qui travaillent, ça vient tirer sur les lombaires. Et puis il y en a qui ont plus mal que d'autres. Il y en a qui te disent « Ah bah oui, je sens une boule là dans mon ventre, j'ai l'ovaire en feu, ça me fait trop mal. » Et c'est pareil chez les animaux. Okay. Donc, c'est vrai que l'exemple des ovaires pendant les règles, c'est assez... comment dire ? C'est assez parlant, en fait. Et par exemple, un mal de dos chez le cheval, ça peut provoquer un petit blocage de l'estomac, parce que si le dos, il est tout comme ça, tout en extension, dans les faits, ça se voit pas, hein, c'est du micro-millimètre. Mais si le cheval, il a son dos tout en extension, ça va faire que l'estomac, il n'est pas comme ça, nature peinture, dans le ventre du cheval. Il est attaché, il y a plein de ligaments qui le rattachent au dos, aux autres viscères, aux côtes. Forcément, s'il y a un blocage sur une de ces zones-là, ça va faire que ce petit ligament-là qui te raccroche le dos à l'estomac, il est bloqué aussi. Et on se doute bien que l'estomac, quand il vient fonctionner, quand il vient brasser la nourriture, il bouge. S'il y a un petit ligament qui est coincé à cause du dos qui est coincé, le brassage il va plus forcément se faire correctement. C'est du micro-détail encore une fois, mais ça peut provoquer des petites douleurs. Mon cheval en ce moment, quand je serre la jambe, il n'est pas très content, voire il met des coups de cul sur les départs au galop. Ok, c'est de quel côté ? C'est surtout la jambe gauche. Peut-être qu'il y a un lien avec l'estomac. Peut-être que l'estomac, il est un petit peu titillé en ce moment. Pourquoi ? Parce que Kiki, il a mal au dos. Et donc, c'est ça que vient faire l'ostéopathe. En fait, il vient régler les problèmes que le maréchal, le dentiste, le vétérinaire ne règlent pas. Parce que c'est, entre guillemets, du micro-détail, que ça ne touche pas à la santé en tant que telle du cheval parce qu'il n'est pas malade, que c'est pas un problème de dents, c'est pas dans la bouche qui fait que mon cheval il tire, il a mal aux dents, machin, c'est pas ça. C'est pas les pieds du cheval qui sont pas bien ferrés ou qui sont pas bien parés et qui fait que il est pas boiteux mais il est pas très équilibré. Non, l'ostéopathe il vient pour régler toute problématique locomotrice qui sort du cadre de ces trois métiers-là. Ok. Donc un ostéopathe entre guillemets, des gros guillemets bien entendu, ne fait que de la manipulation, ne donne jamais de médicaments. Jamais. On est d'accord là-dessus. C'est comme pour les humains, on est vraiment juste sur la manipulation du ressenti par rapport aux différents membres, aux différents organes et tout ça. Okay. Ouais, non, interdiction de délivrer un médicament. Et d'ailleurs, ça, c'est un gros problème. Moi, j'estime que c'est un gros problème. C'est que trop régulièrement, j'ai des gens qui me disent « Ah mon cheval a vu l'ostéo m'a dit qu'il avait des ulcères, donc il m'a dit de donner je sais plus quoi là. Un truc qu'ils aiment bien donner là. Okay, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas un médicament veto, c'est comme chez nous les probiotiques, les trucs là. Un complément pour aider. Un complément ou quoi. Alors, en soi, je dis pas. On peut donner 2-3 conseils, dire je sais qu'en naturo, il y a telle plante, machin, qui aide. Moi, je sais que je dis souvent, quand je rencontre des juments qui ont les ovaires un peu douloureux, qui sont un peu ovariennes, où on sait que les chaleurs c'est un peu compliqué, je leur dis, par exemple, chez les labos Haute-Var, je sais qu'ils font un mix avec de la fleur de framboisier, d'autres machins qui aident pour ce type de cas. Mais en soi, c'est pas un médicament, ça c'est quelque chose que le propriétaire, s'y connaît un peu, il peut aller l'acheter tout seul. Il n'a pas besoin d'une ordonnance, c'est pas un médicament. On peut conseiller sur des cas à partir du moment où c'est avéré. Par contre, un ostéo qui vient de dire ton cheval a des ulcères, donne-lui de l'argile, donne-lui machin pour que ça aille mieux. D'accord. Et comment il sait qu'il a des ulcères ? C'est quand il a manipulé, il a senti. Ok. Sachez qu'aujourd'hui, un ulcère chez le cheval, ça se détecte par gastroscopie. Oui, on peut supposer qu'effectivement, l'estomac il est quand même sensible, que c'est pas forcément lié à une douleur du dos, que c'est pas forcément lié à de l'ostéopathie. C'est peut-être autre chose. On peut dire, l'estomac il est quand même sensible, un peu de manière anormale. Peut-être qu'il faudrait creuser avec le vétérinaire. Mais par contre, venir dire,
« Ah, moi, je pense que votre cheval, il a des ulcères ». Ça, c'est une phrase que j'entends tout le temps, que les ostéos disent. Tout le temps, enfin, les ostéos. Certains ostéos disent tout le temps. Et pourtant, comme tu viens de le dire, pas de médicaments pour l'ostéopathie. Pas de diagnostic, comme je disais. Ça, c'est une pose de diagnostic. Ça n'existe pas normalement. Donc, quand tu te retrouves face à un cheval où il y a quelque chose qui potentiellement pourrait être en dehors de tes compétences d'ostéo, tu rediriges toujours vers un vétérinaire, un dentiste, un machin en fonction du problème. Et ça, c'est même la première chose à faire. Déjà, par le premier contact au téléphone, quand typiquement, un cas hyper récurrent, je vous appelle parce que mon cheval boite. Ok, est-ce qu'il a vu le vétérinaire? Oui, il a vu le vétérinaire. Pour lui, c'est pas veto. Ok, je viens. Ah non, j'ai pas du tout vu le veto. Bon, déjà là, soit c'est pas très loin et tu dis ok, je viens voir. Parce que si ça se trouve, il me dit il boite, mais en fait, juste il trébuche de temps en temps. Parce que des fois, les propriétaires de chevaux, c'est pareil, hein, ils savent pas forcément évaluer ce que c'est une boiterie. Donc en général, on se déplace quand même. Mais par contre, une fois qu'on est sur place, on regarde le cheval. Le cheval, il est boiteux. Là, tu dis, je suis désolée, d'abord, on fait venir le vétérinaire. Moi, je vous le dis, là, oui, il est boiteux. Je peux même te dire qu'il boite de tel membre. On appelle le vétérinaire, on voit. Il trouve quelque chose, ce sera pour lui. Il trouve rien, je reviens. Maintenant, ça arrive que de temps en temps, on ait pas forcément des boiteries, mais des irrégularités. Donc, c'est pas au point de la boiterie, mais le cheval, tu vois bien qu'il y a un côté, ça va un peu moins bien que l'autre. Là, on se dit, ok, je fais ma séance. Fin de séance, ça s'est amélioré, tant mieux. Fin de séance, ça n'a rien changé, veto. Ok. Et donc, ça veut dire que, quel que soit le problème, quand on fait appel à toi et que tu estimes que c'est dans tes compétences et pas vétérinaire, tu fais une séance. Et au bout d'une séance, le problème est censé être réglé, ou bien est-ce que parfois tu dois faire plusieurs séances sur le même problème pour aider Alors ça dépend du motif de consultation. Quand c'est pour un bilan, il n'y a pas forcément de gros problèmes apparents. Donc ça, en général, une séance suffit. Maintenant, quand on m'appelle, on me dit, voilà, le cheval, il est naviculaire, donc c'est vu par le véto, c'est suivi par le maréchal aussi. Mais en ce moment, il y a un inconfort. Donc le véto m'a dit, voyez avec l'ostéo, machin, tout ça. Si c'est sur une phase, entre guillemets, inflammatoire de la pathologie naviculaire du cheval, oui, il y aura une irrégularité, un inconfort, voire une douleur. Bon, si le véto donne son accord, on y va. Mais par contre, c'est pas parce qu'on y va que ça va forcément régler le problème. On va pouvoir soulager, ça, dans tous les cas, on va soulager. Maintenant, si c'est un vieux cheval, que déjà il commence à perdre en muscle, qu'il est plus trop bien dans son corps, fin de séance, il sera pas tout comme neuf. On l'aura soulagé, rien qu'en manipulant pour débloquer tout ce qu'il y a autour. Si tu as plus mal partout et que tu n'as plus qu'à te concentrer sur ton antérieur gauche qui est naviculaire, ça va déjà mieux. Mais par contre, il y aura toujours cet inconfort-là. Par contre, si on est sur un cheval un peu plus jeune, qui est naviculaire mais pas de beaucoup, c'est léger, ça ne l'empêche pas de faire des concours de temps en temps, mais en ce moment, on sent qu'il n'a pas trop le pied sûr. En général, fin de séance, je dirais pas qu'il n'est pas guéri, tout ça. Mais par contre, ça va mieux, il est soulagé, et puis c'est comme si de rien n'était. Autre chose, sur des pathologies chroniques, ça peut arriver qu'il faille plusieurs séances. Donc on en fait une première, on se dit je reviens dans 3 semaines, parce que là, si je fais tout d'un coup, Kiki va être KO, ça sert à rien, ça va être trop pour lui. Donc on fait déjà une première partie, et on refera dans 3 semaines, on refait une séance pour terminer. Okay. Ou autre cas, pareil, hyper récurrent, les chevaux qui sont arthrosés, qui ont beaucoup d'arthrose. Fin de la séance, pareil, l'arthrose, on ne l'aura pas fait disparaître. On aura juste soulagé les douleurs. Et sur des chevaux comme ça, quand il y a vraiment un vieux cheval qui est très arthrosé, ça se peut qu'on dise on se voit tous les 3 mois. Comme ça, tous les 3 mois, on soulage. Et donc forcément, ça fait plus de séances, mais le cheval ça dépend du cas aussi, quoi. Et sur le long terme, ça l'aide aussi. Ok, donc en fait, voilà, le nombre de séances par
par cheval dépend du problème qu'il a à la base. Ouais, c'est ça. Dépend de son âge aussi. Ouais, beaucoup. Et est-ce que ça dépend aussi de ce qu'il fait? Est-ce que, par exemple, si on a, comme tu dis, un cheval qui est plutôt retraité ou un cheval qui est plutôt compétitif, est-ce que, de façon générale, tu conseillerais, par exemple, de dire, votre cheval, il est plutôt âgé, pour son bien-être général, c'est bien que je le vois 1 fois, 2 fois par an. Et si maintenant le cheval est plutôt compétitif, à plus haut niveau, on va dire, est-ce que vaut mieux le voir tous les quelques mois aussi pour le soulager, l'aider, l'accompagner? Comment est-ce que tu gérerais un cheval retraité ou un cheval Alors, de manière globale, moi je dis 1 séance par an, c'est déjà bien. Un peu comme toi, tu irais voir ton ostéo 1 fois par an. 1 séance par an pour faire un bilan, c'est le minimum, oui et non, parce que c'est comme on dit toujours, l'ostéopathie sur les animaux, c'est pas obligatoire non plus. Après, 1 séance par an, ça fait pas de mal. Sur les vieux chevaux, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à dire 2 ou 3 séances par an, voire plus si le cheval il a besoin de plus. Ça, c'est pareil, c'est au besoin du cheval, ça dépend. Si c'est un retraité, mais qui va vraiment bien, qui a de l'arthrose parce que c'est normal, mais que ça ne gêne pas plus que ça, on fait 2 séances par an, c'est très bien, ça lui convient comme ça. Si c'est un retraité et qui en plus, on sent que c'est bien raide, qu'il a du mal à se déplacer, que des fois il se couche, c'est un peu dur de se relever, là on va peut-être se dire, on le voit tous les 3-4 mois quand même, histoire qu'il puisse quand même avoir une vie, je dirais pas décente parce que ça n'empêche pas de vivre non plus, mais que ça lui facilite la vie. Et puis pour les chevaux de sport, alors ça c'est comme tu dis, ça dépend à quel niveau c'est. Parce que on va pas se mentir, un cheval qui sort sur de la 1 mètre, de la 1 mètre 5, c'est pas la même chose qu'un cheval qui fait de la 130. Pareil, le cheval, si tu l'emmènes en concours 1 fois par mois et si tu lui fais faire toute la saison, c'est pas pareil non plus. Donc on va dire que sur entre guillemets, un vrai cheval sportif qui sort sur du haut niveau et qui fait vraiment la saison de concours complète, comme toujours, ça dépend du cheval. Si ça se trouve, il n'y en a pas besoin. Mais c'est vrai que faire au moins 1 séance avant saison et 1 après saison, en général, c'est ce qui se fait, voire même 1 séance mi-saison. Parce que, encore une fois, ton cheval, il saute 1 mètre. En soi, n'importe quel cheval peut sauter 1 mètre. Ils ne sont pas en limite de capacité. Ton cheval saute 130, ça commence à monter un petit peu, ça sollicite un petit peu plus le corps du cheval. C'est pas impossible qu'au milieu d'un parcours, pendant ta saison, il y a un énorme auxerre, il est à 130, t'es arrivé, t'étais un peu loin, mais t'as quand même une place qui fait que ça passe. Il le saute, il fait un gros effort dessus, mais ça lui a un peu tiré sur le garrot quand même. Sans que ce soit catastrophique, il finit son tour, il fait son sans faute, il est très bien. Mais tu remontes dessus 3 jours après pour le remettre en route après le concours. Tu sens que peut-être que cet auxerre, il lui a quand même un petit peu tiré sur le dos. En général, quand tu es à ce niveau-là, tu fais venir l'ostéo. Tu dis voilà, il y a eu un gros auxerre sur le dernier parcours. Je suis arrivée un peu loin, il a fait un gros effort dessus. On est mi-saison, donc il n'est pas en pleine forme du début de saison. On va peut-être lui faire une petite séance de mi-saison, histoire qu'il se fasse pas mal sur le prochain parcours ou que les performances soient un moment bonnes sur les prochains parcours parce que là, il y a eu un truc qui a fait que ça tire un petit peu sur le dos, donc il est un peu moins confortable. Okay. Donc, et puis, hors saison, c'est toujours bien de les revoir 1 fois aussi, quoi. Et une fois que tu as travaillé sur un animal, est-ce qu'il doit s'arrêter quelque temps? Parce qu'imaginons, on part sur une consultation et un bilan d'un cheval très sportif qui enchaîne, pas tous les week-ends, mais presque, on va dire, les gros parcours. Il se passe cet auxerre sur lequel ça travaille un petit peu trop, on sent qu'il y a besoin de remettre un peu les choses en place. Tu le vois, imaginons, 2-3 jours après. Ouais. Est-ce que dès le lendemain ou 2 ou 3 jours après, il peut reprendre, ou est-ce qu'il y a un arrêt qui est conseillé, voire nécessaire suite à une séance, un peu comme quand moi je vais voir mon ostéo, elle me dit pendant 2 jours, tu bois beaucoup d'eau et tu fais attention. Ouais. Alors dans la théorie, il faut 72 heures de repos. Parce que quand tu le prends vraiment de manière théorique, anatomique, il faut 72 heures pour que les informations nerveuses, elles se remettent à zéro, grosso modo. Ok, intéressant.
Donc, on dit en général 2-3 jours de repos. Après, si c'est un cheval de loisir, le cavalier il fait un concours par mois, qu'il n'y a pas d'enjeu, les 3 jours de repos, il le fera. Il dit oui, il fera ses 3 jours au parc, c'est pas grave. Puis après, on refera une mise en route avec une longe, une séance de stretching, un trotting, pas de problème. Après, c'est sûr que sur un cheval qui fait de la compète à haut niveau, leur dire, là, tu fais 3 jours de repos et après, tu le remets en route doucement. Bon, quand c'est de la compète pour le loisir, ils vont dire, ok, on fait pas le concours de ce week-end, comme ça, on fait une remise en route petit à petit, machin, normal. Par contre, je me doute que les chevaux qui sont en CSC 5 étoiles, qui doivent faire leur saison de concours parce que on est sur un niveau professionnel qui est au-delà, que c'est leur taf, que les cavaliers ils doivent sortir les chevaux. Je me doute que si l'ostéo leur dit là non, ce serait bien de pas aller sur le concours ce week-end, ils vont dire oui cocotte, moi on m'a demandé d'y aller donc j'y vais. Hein. Et puis bon, on va pas se mentir, sur des chevaux comme ça, qui sont sollicités quand même tout le temps, qui ont le physique pour, on adapte. Donc sur un cheval de haut niveau, on va peut-être dire, on laisse quand même tranquille au moins 24-48 heures, 24 heures minimum, quoi, un jour et demi. Et ensuite, on le ressort, mais on le ressort pas pour aller ressauter des barres tout de suite, quoi. On le ressort, on va faire un trotting. Ou alors, s'ils se disent, mais le cheval, si je le mets au repos, il va péter un câble, ça va pas lui aller. Parce qu'il y a des chevaux comme ça aussi. Hein. Des chevaux, tu peux pas les laisser une journée sans qu'ils sortent, sans qu'ils fassent rien. Même au parc, si tu les bouges pas, il y en a. Il y a des hyperactifs même chez les Voilà, hein. Donc on s'adapte, on leur dit, ok, dans ce cas-là, tu l'emmènes en balade, mais par contre, c'est pas la balade où on va faire galop plein cul dans les champs. C'est la balade où on est au pas, tranquille. Kiki, il a envie de trotter un peu. Ok, tu le fais trotter un peu, mais tu vas mollo, quoi. Le but, c'est qu'il soit le moins secoué possible. Parce que, faut savoir aussi, nous, quand on sort de la séance d'ostéo, ça nous arrive, on marche plus très droit. C'est pas parce qu'il nous a complètement déraillé, c'est parce que, entre guillemets, il a remis tout en place. Donc, il faut qu'on se réapproprie notre nouveau corps, entre guillemets. Les chevaux, c'est pareil. Tu remets tout en place. Ça faisait 3 mois que Kiki, il avait tout le côté droit bloqué dans les cervicales. D'un coup, hop, tout va bien, ça va mieux. Faut s'y refaire aussi, quoi. Pour ça c'est surtout à ça qu'ils servent le repos. C'est le temps que le corps il se réapproprie lui-même, que le cheval il se réapproprie ce nouveau corps, qu'il retrouve ses marques dans l'espace, qu'il retrouve ses marques dans la proprioception, dans sa manière de fonctionner, dans la douceur. Parce que après une séance d'ostéo, si toi tu vas courir un marathon, tu peux être sûr que tu vas tout rebloquer. Ça aura servi à rien, il faudra y retourner. Ouais. C'est pareil, c'est les animaux. Donc idéalement, c'est 2 ou 3 jours de repos strict. Maintenant, en fonction du cheval ou de l'activité du cheval, on adapte. Cheval de concours, il doit être sur le concours ce week-end, t'es venu le lundi, tu dis ok, on le laisse tranquille aujourd'hui parce qu'il a fait sa séance. Demain, on l'emmène en balade, on trottine un petit peu. Et comme ça, mercredi, on refait une séance de plat, une vraie séance de plat, machin. Jeudi, séance de barre Cavaletti pour lui refaire une méca. Et comme ça, il est au point pour son concours de ce week-end. Et donc, est-ce que ça fait aussi partie de ta mission quand tu as fait ton bilan du cheval, tu l'as soigné, entre guillemets. Est-ce que tu vas, en fonction du profil du cheval, donner un peu un programme de remise en route suite à ta séance ? Ouais, mais surtout, la majorité des propriétaires me le demandent parce que eux, c'est pas leur métier. Bon, les cavaliers pros savent plus ou moins, mais la majorité des propriétaires de chevaux, ils savent pas trop comment faire derrière. Et donc, ils ont besoin qu'on leur dise ce qu'on fait. Et c'est là que ça aide aussi de monter à cheval, c'est que je peux leur donner des objectifs précis. Que je leur dis, aujourd'hui et demain, le cheval, il est dans son parc comme à son habitude, on le laisse avec ses copains. S'il vit en box, on dit, aujourd'hui, on le laisse au box. Souvent, on me demande, mais est-ce que demain, je peux le lâcher avec ses copains ? Ça dépend. S'ils font les nouilles à courir dans tous les sens, non. S'ils sont sages et qu'ils ne bougent pas trop, oui, comme ça, il est avec les copains.
Et ensuite, dans 2 jours, tu peux remonter dessus. En fonction de la problématique du cheval, je leur dis, tu travailles plutôt sur des exercices qui vont mobiliser telle partie. Si c'est le dos qui a posé problème, je dis, quand tu remontes à cheval, la séance où tu remontes, tu t'évites de faire des courbes. Parce qu'il avait le dos en vrac, on essaie de le garder un peu droit au début. Donc là, idéalement, je leur dis, tu vas faire un trotting. Pour éviter les torsions. C'est ça. Si le cheval, il était tout complètement dans un sens, on sent qu'il y a un côté qui est un peu plus raide, là, je vais leur dire, tu reprends ta séance, tu travailles sur des grandes courbes, des grands cercles, pour réassouplir le côté qui était problématique. Mais pareil, tu ne fais pas des petits cercles de 10 mètres tout de suite. Tu travailles sur des grandes courbes, tu travailles sur tous les exercices qui viennent assouplir ce côté-là, tu fais des épaules en dedans qui viennent assouplir à droite, tu lui déplaces les hanches au pas ou à l'arrêt pour remobiliser bien correctement, toujours en travaillant à l'autre main aussi pour que ça reste symétrique. Mais voilà, j'oriente vraiment sur des exercices qui permettent de fixer... Oui, contrebalancer peut-être ton travail et de remettre le cheval dans... C'est ça, ouais. Vraiment pour... d'équerre, entre guillemets. C'est ça. Et c'est vrai que je pense que c'est une force aussi pour toi d'être cavalière par rapport à tes clients. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai vu des copains à moi qui étaient dans ma promo qui n'étaient pas du tout dans le monde du cheval. En cours, on a revu quelques notions. Donc, on a revu toutes les disciplines une à une, qu'on a tout redétaillé. On a eu pas mal de cours sur le matériel aussi, les différents types de morts, les différents types de machins, bref, les enraînements, tout ça. Mais même en ayant juste des cours comme ça reste superficiel. Si t'es pas dedans, même rien que moi, j'ai toujours dit, le fait de monter à cheval, de ressentir ce qui se passe dans ta selle, de savoir que quand tu montes avec un mort à aiguille, c'est pas la même... Dans les mains, t'as pas la même sensation quand t'es avec un releveur que quand t'es avec une bride. Ça change tout. Ça change tout. Ça, plus connaître tous les exercices à cheval, c'est pareil. Quand t'es pas dedans, c'est un peu difficile de venir dire à ton client « je vous conseille de faire des épaules en dedans » alors que tu sais même pas à quoi ça ressemble. Tu sais que ça existe, mais tu vois pas à quoi ça ressemble. On t'a dit en cours, les épaules en dedans, ça permet d'assouplir tel machin, tout, ça permet ça. Le trotting, ça permet de faire ça. C'est bien beau tout ça, mais si tu sais pas ce que c'est en soi, c'est un peu compliqué de venir conseiller là-dessus. Donc c'est vrai que mon statut entre guillemets de cavalière, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et est-ce que, donc là tu disais quand tu es à cheval, tu ressens des choses différemment. Est-ce que tu as déjà dû ou est-ce que tu peux, ça c'est vraiment, je ne sais pas si c'est possible ou pas, quand tu vas voir un cheval, que tu ne vois pas forcément de problème, est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander de monter quelques minutes pour essayer de ressentir quelque chose, ou est-ce que tout ton bilan se fait vraiment visuellement et au toucher à pied? Alors, en principe, je fais tout visuellement à pied. Après, régulièrement, on me dit à cheval, je sens ça. À cheval, je sens que c'est raide à gauche, j'ai du mal sur les courbes à gauche, ou il a du mal à partir sur le pied gauche, il est plus à l'aise à gauche qu'à droite sur les exercices. Ça, déjà, ça donne une idée. Et après, alors, c'est pas souvent, mais ça arrive que des fois, on nous dit, déjà, on nous le dit d'emblée au téléphone, moi je vous appelle parce que j'ai tel problème à cheval, mais je sais pas trop d'où ça peut venir, parce qu'en fait, il est pas si raide que ça, mais j'ai ce problème-là. À ce moment-là, on peut leur dire, demandez à quelqu'un de vous filmer pendant que vous faites cet exercice pour comprendre pourquoi ça marche pas. Parce qu'en général, s'il t'appelle, c'est que le coach a dit, toi tu fais les choses bien, là c'est au niveau du cheval que ça pose problème. Et donc, c'est vraiment rare qu'on le demande, mais ça peut arriver qu'on dise, montrez-moi une vidéo pour me montrer vraiment, que je vois exactement le moment où ça coince. Et là, des fois, tu te dis, ah oui, c'est vrai que on voit qu'il y a une irrégularité, on voit qu'il galère à passer le postérieur. Pourquoi sur cet exercice et pas sur un autre ? Parce que l'orientation du corps n'est pas la même, et là, ça aide à approfondir, même si en soi, techniquement, en venant faire tous les tests, on est censé retrouver la problématique. Mais c'est vrai que de le voir visuellement quand c'est des choses hyper spécifiques comme ça. Sur un exercice en particulier. C'est ça, un truc tout bête.
Je sens que mon cheval, il a du mal à passer le postérieur droit sous la masse quand il fait des épaules en dedans, mais par contre, quand je lui demande des sessions, ça va. Moi, premier truc auquel je pense, c'est l'orientation du corps du cheval n'est pas exactement la même sur une session que sur une épaule en dedans. Donc, est-ce que c'est vraiment le postérieur droit ? Pas sûr, puisque sur tous les autres exos, il n'y a pas de problème. Sur le départ au galop, ça passe, sur la session, ça passe. Pourquoi sur l'épaule en dedans, ça passe pas ? Peut-être que l'orientation de son dos, de sa tête, de son encolure fait qu'il y a quelque part où ça tire, qui entraîne un autre truc, qui fait que le postérieur a du mal à passer sur cet exercice-là. C'est ce que tu nous expliquais au tout début. En fait, il y a un problème, mais il y a peut-être ce que tu vois le plus, mais qui n'est pas le problème de base et qui découle en fait simplement de plein d'autres petites choses. Voilà, c'est ça. Des fois, on a quelque chose, c'est flagrant. On voit, le bassin ne bouge pas, donc forcément, le reste du corps, ça ne peut pas suivre. Et des fois, c'est l'inverse. On dit, le départ au galop à gauche, il n'y arrive pas, le postérieur ne veut pas venir. Toi, tu te dis, forcément, hein, c'est logique. On se dit, ok, on garde sur le postérieur. En fait, ton postérieur, il va bien. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas de ce côté-là ? Et puis tu remontes petit à petit. Bon, le bassin, ça va. Bon, le dos, ça va. Ah, tiens, le garrot, un peu compliqué. Alors, est-ce que finalement, ce serait pas qu'il n'arrive pas à monter le garrot dans son départ au galop ? Parce que quand tu es sur ton départ au galop, la colonne, elle s'incline un petit peu, le garrot aussi, il monte, qui permet de venir engager le postérieur. Peut-être que c'est ça qui coince, c'est pas le postérieur en soi. Oui, c'est donc c'est ce qu'on disait, en fait, c'est vraiment toute une chaîne. C'est ça, et c'est pour ça qu'on dit il faut vraiment regarder le cheval, l'animal, dans sa globalité. Faut pas s'arrêter à on m'a dit que le problème était là. Faut vraiment regarder dans l'ensemble. Et même si, comme je disais au début, en le regardant se déplacer, en le regardant arrêter, en regardant comment il est fait, on a plus ou moins une idée des zones qui vont poser problème, malgré tout, il faut quand même tout vérifier. Oui, donc dès que tu as une séance, même si je t'appelle parce qu'il y a un problème avec l'antérieur gauche, tu vérifies l'entièreté de l'animal pour être sûr que ce soit effectivement ça le problème, que ça ne découle pas d'autre chose et qu'il n'y ait pas d'autres petits soucis qu'on ne remarquerait pas forcément, mais qui, s'ils ne sont pas traités ou ACC, vont en fait redéclencher le problème. Il y a une image qui n'est pas trop mal. Il faut s'imaginer tout un mécanisme avec plein d'engrenages. Et on voit qu'il y a un gros engrenage qui tourne plus trop. Il y aurait besoin de mettre un petit peu d'huile. On met un peu d'huile, ça ne tourne toujours pas. Et pourtant, c'est celui-là qui pose problème. Si tu t'arrêtes à cet engrenage-là et que tu ne trouves pas la solution, tu es là, tu regardes ton truc et tu ne sais pas quoi faire. Tu te dis, celui d'avant il marche, celui d'avant aussi, je ne comprends pas. Oui, mais regarde, au-dessus, il y en a un qui est censé fonctionner avec aussi, il coince un peu aussi. Mais pourtant, quand tu le tournes toi-même, ça va. Oui, mais celui qui est derrière, il a un peu de mal aussi. Et c'est comme ça que tu remontes petit à petit. Et c'est vrai que cette image des engrenages, elle marche quand même pas mal parce que c'est pas forcément celui qui fonctionne pas qui est problématique. C'est peut-être le tout premier au début et après, t'en as un autre, puis un autre, puis un autre. Si le premier tourne pas, forcément, le reste ne peut pas suivre. Ça peut pas marcher. Okay. Et tu parlais tout à l'heure des juments qui sont plutôt ovariennes. Est-ce que... donc on parlait des chevaux retraités, des chevaux de sport. Est-ce que aussi pour les juments, ça peut aider en période de chaleur de faire des séances peut-être un peu plus régulières pour justement les aider là-dedans ? Ouais, c'est pour les juments qui ont des chaleurs démonstratives, souvent démonstratives parce que douloureuses, ça peut vraiment aider. Je sais qu'il y en a quelques-unes que je vois pour ce problème-là spécifiquement. On dit là, elle est en chaleur, ça va pas du tout, elle a mal. C'est comme nous, hein. On prend du paracétamol, on prend du machin, ça suffit pas forcément. Donc là, c'est pareil. La jument, elle a mal, le véto, il peut rien faire. Là, on fait venir l'ostéo, on dit pour faire une petite séance qui va atténuer plus ou moins l'inflammation, qui va débloquer le dos, qui est complètement en vrac à cause des chaleurs. Et au-delà des chaleurs, les juments gestantes. Début de gestation, mi-gestation, fin de gestation. Surtout mi-gestation et fin de gestation. Forcément, un petit poulain dans le bidou, ça fait pas du bien. Et après la mise bas aussi. Hein. Pour remettre justement la jument dans un état c'est ça. Plus... Faut pas oublier que tout ce qui est gestation mise bas, c'est un traumatisme pour le corps. Et
le petit poulain, quand il passe, le bassin, ça doit pas lui faire du bien. Donc ça fait pas de mal sur les juments gestantes et après mise bas aussi, les petites séances comme ça. Et sur un poulain qui viendrait de naître, est-ce que dans certains cas, ça pourrait être intéressant? Alors il y a des poulains qui naissent pas forcément avec des malformations, mais le dos est pas hyper droit, ou on sent que lui vraiment il est pas très droit sur ses pattes. En général, ça c'est un travail qui se fait en parallèle du véto. Donc c'est véto et ostéo qui travaillent ensemble pour se dire ok, alors ce poulain il a pas de malformation, par contre il est pas très bien foutu non plus, mais comme c'est encore un tout petit, on a moyen de rectifier le tir. Et en général, c'est un plan de traitement qui se met en place entre le véto et l'ostéo. On se dit, on va faire tel truc, tel exo, telle manip pour essayer de faire en sorte que là, dans les semaines à venir où il va grandir, il grandisse, mais qu'il se remette droit en grandissant. Donc ça, sur les tout petits poulains, ça se fait un petit peu. Avec les maréchaux aussi. Des fois, il y en a qui naissent, ils ont un pied beau, pareil, ils ont le pied un peu tordu de travers, tout ça. C'est pareil, c'est un micmac entre le véto, le maréchal, l'ostéo, ou juste le véto, le maréchal dans certains cas. Chacun fait sa petite part pour que Poulinou, en grandissant, le problème, il disparaisse. Donc ça, c'est vraiment pour les petits poulains. Et après, quand sur les poulains un peu plus vieux, 6 mois, 1 an, tout ça, les suivis croissance, c'est pas trop mal. Parce que les poussées de croissance chez les poulains, ça peut faire des dégâts. À court ou à long terme, des fois les poussées de croissance ça fait mal, ils sont pas bien et franchement quand tu vois le poulain il est pas bien parce qu'il est en train de grandir, petite séance ostéo ça fait pas de mal quoi. Alors je dis pas qu'il faut mettre de l'ostéo tout le temps partout et pour tout, mais moi j'ai déjà vu des poulains ils sont pas bien parce que quand tu sais les poulains quand ça grandit l'avant et l'arrière c'est pas symétrique. Oui. Souvent ils ont l'arrière un peu plus haut et c'est pas forcément confortable pour eux. Moi, j'ai vu pas mal de poulains en pleine croissance qui faisaient des grosses poussées et qui n'étaient pas bien dans leur corps. Et fin de séance, ils allaient 1000 fois mieux, quoi. Donc, vraiment, l'ostéo, en fait, on peut faire appel à toi un peu dans toutes les situations pour des suivis de chevaux de sport, des suivis de chevaux retraités qui auraient, par exemple, de l'arthrose pour les soulager un petit peu plus. Pour une jument, qu'elle soit en chaleur gestante ou qu'elle vienne d'avoir un bas. Pour un petit poulain qui est tout neuf, tout beau et qui justement a besoin d'aide pour se développer au mieux et l'accompagner dans sa croissance. Exactement. Donc on peut vraiment faire appel à toi en tant qu'ostéo dans toutes les étapes de la vie de son cheval et ne pas attendre qu'il y ait un souci visible, mais vraiment pouvoir faire un peu de suivi et typiquement, il y a des chevaux qui font des très grosses poussées de croissance et qui gardent les douleurs et les blocages derrière. Et tu commences à monter dessus et tu te dis, mais le cheval là, je peux rien en faire. Il saute dans tous les sens, je peux rien faire avec. Je dis pas que c'est systématique, il y a des chevaux qui sont comme ça. Mais il y en a beaucoup, ça découle d'une poussée de croissance qui a fait que ça a tout déréglé derrière. Le cheval, il n'est pas bien dans son corps, donc il n'est pas bien dans sa tête, donc il n'aura pas envie de bosser avec toi. Et il y en a comme ça, on me dit, ouais, le petit jeune, là, le 4 ans, immontable, on ne peut rien faire avec. En fait, des fois, c'est juste Kiki, il a grandi trop vite d'un coup, donc il a mal au dos, alors qu'il a que 4 ans, il ne devrait pas. C'est normal que tu puisses rien faire avec. Oui, alors que si toi, tu le vois, tu arrives à le soulager, que potentiellement, on peut après... c'est ça. Et comme je dis, des fois, c'est vraiment des fois, tout le temps, c'est du micro-détail. Des fois, c'est juste une vertèbre qui ne bouge pas comme elle devrait, mais ça fait super mal. C'est comme nous, des fois, on va chez l'ostéo, il dit tu avais juste la petite vertèbre là qui va pas trop. Paf, il te débloque ça, tu te dis mais mon Dieu, ça va mieux, j'ai un nouveau corps, j'ai une nouvelle vie là. Ouais. C'est du micro-détail, mais des fois, souvent, ça fait la différence. Super intéressant. Et comment est-ce que tu vois l'évolution du métier de façon peut-être un peu plus générale, parce que tu nous as dit tout à l'heure que c'était des formations qui étaient assez jeunes, depuis 2017 si je me souviens bien à peu près. C'est réglementé depuis 2017. Donc je suppose qu'avant on en faisait sans avoir les diplômes, potentiellement. Ouais, c'est un peu ça. Et comment est-ce que tu vois, est-ce que depuis le moment où toi tu as commencé dans ce chemin-là,
tes quelques années là déjà de pratique, aussi bien en tant qu'étudiante et en tant que maintenant ostéopathe, est-ce que tu vois une direction qui peut-être change un petit peu par rapport à ce que tu as déjà appris quand tu as commencé? Est-ce que toi, dans ta façon de faire et ta façon d'approcher ce métier, tu essayes peut-être de mettre aussi un petit peu ta petite pierre à l'édifice? Je sais qu'on dit que l'ostéopathie animale, c'est un métier d'avenir. Ça, je l'entends partout. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent connaissance du métier, qui veulent soit en faire leur métier, soit faire appel à des ostéopathes pour leurs animaux. Ça veut dire aussi forcément plus d'étudiants, plus de diplômés. Il y a déjà quelques régions en France qui sont un peu saturées. Okay. Par rapport à la demande, la Bretagne, le Rhône-Alpes, je sais que c'est saturé. Il y a beaucoup trop d'ostéos par rapport à la demande. Donc c'est des zones où c'est très compliqué de s'implanter. Maintenant, la demande va augmenter. En tout cas, c'est ce qui est prévu, c'est que la demande va augmenter. Et après, dans le métier en lui-même, en ce moment, je sais que sur les réseaux, c'est un petit peu compliqué. Parce que, alors en fait, nous, à l'école, on nous a toujours dit il y a autant d'ostéopathie que d'ostéopathes. Parce que forcément, personne ne fait exactement pareil. Le problème, c'est que ça remonte à pourquoi est-ce que ça a été réglementé. Déjà parce qu'il y en avait de partout, qu'il y avait des formations bidons qui sortaient de partout. Donc à un moment donné, il fallait bien mettre un cadre dans tout ça, c'est normal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que les gens aiment appeler les charlatans. Donc les gens qui font passer sous l'appellation d'ostéopathie d'autres pratiques qui en vérité ne sont pas de l'ostéo. Aujourd'hui, quand tu recherches un ostéopathe pour ton animal, tu tombes sur ostéopathe animalier, tu tombes aussi sur ostéopathe masseur, ostéopathe énergéticien, ostéopathe et communication animale. Tu as tout un panel de pratiques annexes qui viennent se greffer à l'ostéopathie. Et en fait, là où ça pose problème, c'est que ce que je dis, c'est des gens qui viennent faire pratiquer des choses autres que l'ostéopathie, mais sous cette appellation-là. Alors, il y a ceux qui différencient les deux, et c'est très bien. Il y en a qui disent aujourd'hui, je viens pour une séance ostéo, aujourd'hui, je viens pour une séance d'énergétique, machin, tout ça. Mais il y en a qui viennent, qui disent moi, je suis ostéopathe énergéticien. Donc, je fais de l'ostéopathie via les énergies. Bon, tout ce qui est comme animal, truc énergie, magnétisme, machin, tout ça, on y croit, on n'y croit pas. On va me dire, l'ostéo, c'est pareil, on y croit, on n'y croit pas. Oui, mais après, il y a quand même une différence dans le sens où, moi, quand je t'en parle de l'ostéopathie, je te parle de l'anatomie, je te parle de la locomotion du cheval. Quelqu'un qui vient pour te faire une com animale ou te faire du magnétisme, de l'énergétique ou je ne sais quoi, il n'y a pas cette notion d'anatomie, on n'a pas une représentation visuelle de ce qu'ils font. Et c'est là que ça pose problème parce que en ce moment, je vois beaucoup passer de dénonciations des dérives de l'ostéopathie. Et c'est ces personnes-là, en fait, qui viennent te faire une séance ostéo. Sauf qu'en fait, après, quand le client il raconte « Ah j'ai l'ostéo qui est venu, il a réussi à soigner la hernie de mon chien. Ah j'ai l'ostéo qui est venu, il a réussi à soigner mon cheval qui a des problèmes de dos depuis toujours. » Ah ouais, comment il a fait? Ah je sais pas, il a fait son truc à distance, avec ses énergies, il a sauvé mon cheval. Ok. Sauf que ça passe sous l'appellation d'ostéopathie. Alors qu'on n'a pas du tout Alors qu'on n'a pas la notion d'ostéopathie en tant que telle. Et c'est vrai que moi, à l'école, j'avais plein de profs. Donc les profs, c'est pas des vrais profs, hein, c'est des ostéos qui interviennent, qui viennent te faire des cours, tout ça. Et ils n'avaient pas tous la même manière de voir les choses, ils n'avaient pas tous la même manière de pratiquer. Et on en a plusieurs qui nous ont dit, moi je pratique comme ça, mais je pratique aussi avec ça.
je vous le montre parce que voilà, maintenant vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça, vous faites comme vous voulez, juste je vous montre les champs de possibilités. Et c'est vrai que j'ai eu des profs qui pratiquaient beaucoup avec les énergies, avec le magnétisme et qui faisaient de la com animale en complément de l'ostéopathie, tout ça. Mais voilà, moi on me l'a toujours montré dans un cadre où on me disait, moi je sais que c'est des choses auxquelles je crois, je l'utilise dans mes consultations, mes clients sont au fait que je l'utilise, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous n'êtes pas obligé d'y croire, à chacun sa manière de faire. Ça c'est comme moi on me l'a présenté. Mais en fait j'ai bien vu qu'il y a des gens, c'est pas comme ça que c'est présenté du tout. On leur dit je viens faire de l'ostéo, et en fait leur ostéo, c'est pas vraiment de l'ostéo. Et donc en ce moment, ce que je disais, l'ostéopathie elle est beaucoup remise en cause. Pas que chez les animaux, hein, chez les humains aussi d'ailleurs. Alors peut-être que c'est moi qui tombe dessus parce que forcément je suis du métier et qu'il fallait bien que je tombe dessus un jour. Mais j'ai quand même l'impression que là dernièrement, il y a de plus en plus de bruit autour de ça. Et moi, là où j'y vois un problème, c'est qu'on remet en cause absolument tous les fondements de l'ostéo à cause des dérives. Et il y a certaines personnes qui font très bien la différence entre les dérives et l'ostéopathie en soi. Donc, ce qu'ils appellent l'ostéopathie en la thérapie manuelle. Donc il y a des gens qui font très bien la différence entre les deux et qui militent contre les dérives et avec lesquels je suis assez en accord sur certains points. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui ne font pas trop la différence entre les deux, qui mettent tout le monde dans le même panier et en gros, tous les ostéos sont des charlatans. Le problème, c'est que c'est des gens sur les réseaux qui sont suivis, qui ont une certaine influence et qui du coup véhiculent pas toujours la vérité. Moi, je sais que je me suis un peu éloignée de ce que j'ai appris à l'école sur certains points, parce qu'on nous a beaucoup fait travailler avec le ressenti, comment tu ressens ce qui se passe dans le corps de l'animal. Alors, je dis pas, moi je sens beaucoup de choses. Pas que des problématiques physiques et fonctionnelles, je ressens aussi pas mal de choses émotionnelles de la part des animaux. Ça, c'est un fait. On sait que les animaux, ils communiquent par les émotions. C'est comme nous, il y a des êtres humains qui sont plus sensibles aux émotions que les autres. Maintenant, il y a une limite aussi, j'estime, entre ce que je ressens émotionnellement et mon travail. Il y a beaucoup de gens qui sont là, beaucoup d'STO qui fonctionnent énormément à l'émotionnel. Et du coup, tout ce qui est fonctionnel, ça passe un peu à la trappe. Et je sais qu'à l'école, on nous a fait pas mal bosser sur tout ce côté émotionnel, tout ce côté ressenti. Et au début, j'étais beaucoup là-dedans. Et en fait, plus je pratique de mon côté, et plus je reviens au fonctionnel strict, entre guillemets. C'est-à-dire que quand je fais mes séances, il y a des fois, je suis avec un cheval, je fais ma séance, clairement, il me fait comprendre qu'il n'est pas bien dans son mode de vie, que ça ne va pas du tout, que même si je fais ma séance correctement, il va rester ce truc-là qui est complètement indépendant du veto, du maréchal, de l'ostéo, parce que ça concerne sa vie à lui. Il n'est pas bien forcément avec son propriétaire, pas forcément que son propriétaire s'en occupe mal, mais que son milieu de vie ne lui convient pas. Et ça, des fois, ça décharge. Hein. Moi, il y a des chevaux, franchement, je sors des séances, j'ai mal au crâne. Hein, parce que on les entend pas parler en tant que tels. Un cheval, ça parle énormément. Hein. Mais franchement, il y a des séances, je ressors, j'ai un mal de crâne. Parce que punaise, qu'est-ce qui va pas bien dans sa vie, cet animal ? C'est impressionnant parce que pour moi aussi, forcément, quand je vais au club, je suis au contact des chevaux. Et effectivement, tu ressens des choses. Ouais. Mais se dire... Moi, je trouve ça super impressionnant de se dire que toi, en tant qu'ostéo, alors tu fais ta séance sur le fonctionnel, mais que tu arrives aussi à ressentir peut-être ce mal-être du cheval via l'ensemble en fait de ton bilan. C'est super impressionnant. On sait qu'ils communiquent différemment, on sait qu'ils communiquent beaucoup avec les émotions, que ce soit les notes qu'ils ressentent quand on arrive ou que eux nous fassent comprendre des choses, mais je trouve ça impressionnant parce que moi j'ai jamais ressenti à ce point-là. Tu vois, tu ressens toujours aujourd'hui
ta monture, elle va bien ou elle va un peu... Tu le sais quand c'est des chevaux que tu connais ou que tu as l'habitude peut-être un peu plus de voir, surtout moi en tant que cavalière de club. J'ai pas mon propre cheval que je connais par cœur, donc c'est vrai que j'ai des chevaux que j'ai l'habitude, on va dire, plus de monter et de côtoyer, pour lesquels je ressens un peu plus. Mais c'est impressionnant qu'un cheval comme ça que tu ne connais pas, tu arrives à ressentir tout ça. En fait, faut se dire, quand on vient faire une séance, on rentre entre guillemets d'une certaine manière dans l'intimité de l'animal. Parce que tu viens, tu le palpes de partout. Comme je disais tout à l'heure, tu passes dans les tissus, tu passes plusieurs couches pour atteindre des zones du cheval qui sont plus internes. Forcément, il y a un moment donné où tu as accès à des informations que juste en regardant le cheval, tu les as pas. Et quand tu es bonne ostéo, le cheval, il est censé t'aider dans ta pratique. Il est censé t'aider dans ta séance. Il y a des chevaux, tu arrives, tu sais qu'ils vont être réfractaires. Tu vas rien pouvoir faire. Il y a des chevaux, t'essayes, ils te laissent pas faire. Tu peux rien faire. Et là, le but de l'ostéo, c'est de réussir à mettre l'animal dans un climat de confiance, d'y aller progressivement pour pas, entre guillemets, violer l'animal en forçant pour avoir ce que tu veux, jusqu'à ce que lui dise « Ok, je te laisse accès à ça. Bon, ok, je te fais confiance, je te laisse aussi accès à ça et à ça. » Et c'est comme ça qu'en fait, à force, il finit par te déballer sa vie, entre guillemets. Et là, c'est pareil, il y a plein de gens qui vont me dire « Oui, non, comment ça, le cheval, il te raconte sa vie. » Non, évidemment, c'est pas comme ça. Mais comme je disais, il y a beaucoup de l'émotionnel qui ressort. Et en fait, je sais qu'il y a eu une période quand j'étais à l'école où je ne fonctionnais quasiment plus que par ça. Parce qu'il y a le syndrome de l'étudiant ostéopathe où tous les animaux vont mal. Il y a un moment, quand tu atteins un certain stade de tes études, où tu commences à savoir faire assez de choses pour commencer vraiment à dire « je fais de l'ostéopathie », là, tous les animaux vont mal pour toi, hein. Franchement, il y a eu un moment où je voyais un cheval, je disais « Ah non, mais lui, il est pas bien. Ah non, mais lui non plus. Lui, ça va pas. » Et on va pas se mentir, ça a duré quand même plusieurs mois jusqu'à ce que j'arrive à ressortir de ça et dire « Bon, écoute, oui, il y a ce côté, là, le cheval va pas bien parce que ça. Oui, t'as l'impression qu'il est pas bien dans sa vie non plus. » À un moment, il faut faire le tri, il faut mettre les choses de côté. Et c'est pour ça que moi, je dis que je me suis un peu éloignée de ce que j'ai vu à l'école sur certains points. Parce que maintenant, vraiment, je fonctionne énormément à la locomotion du cheval et à sa manière de bouger. Et plus autant par le ressenti pur. Parce que, pareil, on apprend des choses. Typiquement, il y a un liquide qui part de ton cerveau, qui va jusqu'au sacrum en traversant par la colonne. Okay. Et un des trucs qu'on nous apprend, c'est à ressentir le trajet de ce liquide au sein du corps. Alors, c'est hyper controversé parce que scientifiquement, on nous dit en fait, non, vous ne le sentez pas, c'est parce qu'on vous l'a si bien expliqué que vous finissez par le sentir. Il y a des gens qui le sentent et des gens qui ne le sentent pas. À titre personnel, je le sens chez certains animaux, pas chez d'autres. Après, où est la vérité là-dedans, je ne saurais pas dire. Autre chose qu'on nous apprend, c'est ce qu'on appelle l'attraction tissulaire. C'est en fait, on pose notre main quelque part sur le cheval et les tissus parlent. Ça, c'est pareil, ça a l'air d'être de la magie comme ça, mais non. Les tissus dans le corps, ils bougent tout le temps. Ils sont plus ou moins chauds, plus ou moins contractés. Et en fait, on pose notre main quelque part sur le cheval et on est censé sentir, on nous apprend en tout cas à sentir par où vont les tensions. Donc mettons, je mets la main sur la croupe du cheval, je me concentre sur le muscle que j'ai en dessous de moi, par où est-ce que je sens qu'il y a une tension ? Tiens, là si je remonte un petit peu vers le garrot côté gauche, je sens que tout le muscle là qui traverse le dos, il y a une petite tension qui vient de ce côté-là. Ok, je me déplace. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a une ici, mais en fait elle n'est pas tant sur le dos, elle vient vraiment du garrot. D'accord, je vais jusqu'au garrot. Peut-être que c'était pas le garrot, mais la cervicale qui est juste derrière en fait, parce que ouais, je sens que c'est tendu par là. Et après tu viens faire ton test, tu dis oui effectivement, c'est bien de là que ça vient. Sauf que ça c'est pareil, il y a des gens qui se fient quasiment uniquement qu'à ça.
Donc uniquement sur le ressenti de l'attraction tissulaire, comme ils appellent ça. Moi, je me suis un peu éloignée de ce truc-là pour vraiment, comme je disais, rester sur le visuel, entre guillemets, donc la loco du cheval. Comment il bouge, comment il fonctionne. Mais c'est pas juste, je vois que l'antérieur va un peu plus loin. Moi, je regarde en détail, quoi. Ok, quand il marche, je vois que cette partie du garrot, ça coince un peu. Donc je sais que sur les 3 vertèbres là, il y en a une, je peux être sûre que ça va pas. Après, si je fais mon truc d'attraction des tissus, là où je recherche la tension, je vais la trouver. Moi, le problème par rapport à moi, sur ce type de pratique-là, c'est qu'en fait, j'ai peur qu'à un moment donné, ce soit des a priori qui viennent m'embrouiller parce que on m'a dit oui, il a mal là, donc moi je vais me dire ah bah oui, c'est vrai que je sens qu'il a mal là. Moi, c'est pour moi la limite dans ce type de pratique-là. Après, il y a des gens qui s'en sortent très bien comme ça, il y a des gens qui arrivent à rester focus, machin, tout ça, je dis pas. Il y a des gens qui fonctionnent que par ça, c'est pas parce qu'ils font que ça que c'est mal. C'est juste que moi, j'avoue que j'ai peur des a priori en fait. De partir dans l'idée, il y a ça parce qu'on m'a dit que son problème il vient de là. Et donc là c'est pour ça que je me suis un peu éloignée de ça et que maintenant je reste vraiment sur tout ce qui est biomécanique, locomotion du cheval. Pareil, on nous a beaucoup fait travailler sur les viscères. Comme on a certains profs qui nous disaient en fait souvent les problèmes ils viennent pas forcément du structurel, mais c'est le viscère en lui-même qui a un problème, et quand tu auras réglé le problème sur le viscère, ça va régler les problèmes ailleurs. On nous a beaucoup parlé de ça aussi. Truc tout bête, hein. Oui, un animal stressé, l'estomac il va être tout crispé, et c'est ce qui va déclencher tous les problèmes. Ouais, ça peut. Mais honnêtement, moi aujourd'hui, c'est plus forcément ce que je vois. Ok. Alors je dis pas, c'est comme nous, quand on est stressé, on a mal au ventre, on a mal à l'estomac. Ça c'est un fait, c'est comme ça. Les animaux, c'est pareil. Les animaux qui ont typiquement, les chevaux qui ont les plus ulcéreux, c'est les chevaux de course. Ceux qui sont soumis à beaucoup de stress, c'est les chevaux de course. Et effectivement, un cheval stressé, moi, systématiquement, l'estomac, il est tout crispé, il ne bouge pas forcément correctement. Mais tu sais, la chaîne dont je te parlais au début, comme quoi tout est relié, et moi, je ne fonctionne plus trop comme ça. Parce que maintenant, moi, au lieu d'en voir une, j'en vois 2 ou 3 des chaînes. Donc souvent, ce sera, il y a effectivement cette histoire d'estomac, de stress, tout ça. Mais pour moi, c'est quelque chose à part. Parce que ça vient de son environnement, son cadre de vie, et pas forcément de sa manière de bouger dans l'espace. Et donc, comme il y a 1 milliard de techniques, de pratiques et de façons de faire en ostéo, plus toutes ces dérives, machin, et tout ce qui sort un petit peu du rationnel ou de la science pure, en ce moment, l'ostéo, elle prend un peu cher, quoi. Okay. La com animale aussi, on en parle beaucoup en ce moment. Pareil, c'est pas rationnel dit comme ça. Il n'y a aucune chose physique sur laquelle on peut s'appuyer qui prouve que la com animale ça marche. Maintenant, chacun pense qu'il en veut. Il y a très probablement des gens qui savent le faire pour de vrai, d'autres qui te racontent un peu du pipeau. Maintenant, tant que ça fait pas de mal à l'animal, chacun fait comme il veut, chacun fait appel au professionnel qu'il veut. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de savoir faire la différence entre chaque type de pratique. L'ostéopathie, comme j'ai dit, on est sur du structurel, du fonctionnel, la manière dont l'animal bouge. On n'est pas sur de l'émotion, du ressenti, de l'énergétique, du machin. Ça, c'est en complément si on veut. Mais c'est autre chose. Et il ne faut pas faire le mélange des deux. Donc, pour l'instant, l'ostéo, ça prend cher. Après, une fois que tout sera démêlé, que cette période-là sera passée, machin, ce sera comme pour tout. De toute façon, toutes les professions prennent un coup à un moment donné. Voilà. Mais voilà, selon toi, et moi je suis d'accord, c'est un métier d'avenir. Et effectivement, on a besoin d'ostéopathes pour pouvoir... comme je disais, moi je dis pas qu'il faut tout le temps l'ostéo pour tout, que c'est indispensable pour tout le monde tout le temps. Maintenant, forcément, je ne veux pas dire que ça sert à rien non plus, mais je trouve quand même que ça vient aider dans la vie des animaux. Beaucoup. Super.
te propose, avant de finir notre échange, un petit mythe ou réalité. Donc, je vais te donner des phrases. Dis-moi si c'est un mythe, si c'est une réalité. Si je te dis l'ostéopathie peut remplacer un vétérinaire. Mythe. Mythe complètement. C'est ce que je disais, hein, c'est deux corps de métier complètement différents. Ça ne traite pas du tout les mêmes aspects. Le vétérinaire, c'est ce qui doit venir en premier. Que ce soit un cheval ou n'importe quel autre animal, il y a un problème, on doit d'abord penser au vétérinaire. Parce que le vétérinaire, il vient traiter tout ce qui touche à la santé de l'animal. Donc c'est d'abord lui et ensuite le reste. Donc à aucun moment un ostéopathe ne doit remplacer un vétérinaire. C'est un complément. Il travaille en complément. C'est ça. Si je te dis, il faut attendre qu'un problème apparaisse pour consulter un ostéopathe. Mythe aussi. C'est un motif de consultation, un problème. Maintenant, c'est pas parce qu'on voit pas de problème qu'il n'y en a pas. Déjà. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème que l'animal n'a pas le droit à son confort aussi. Effectivement, il y a des fois où je fais des séances où je dis dans l'ensemble il va très bien. Maintenant, il y a toujours quelque chose en fait. Il y a forcément un côté plus raide que l'autre, un petit truc qui va pas ici, un petit truc qui va pas là. Et des fois c'est pas grand chose, mais mine de rien ça fait quand même du bien. Et en tout cas pour les personnes qui ont les moyens de se le permettre, s'ils voient pas que leur animal a un problème, ça coûte rien, comme je disais, un bilan par an. Des fois on ne sait pas, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et puis, une petite remise à zéro, ça fait du bien à tout le monde. Hein. Ça fait du bien à tout le monde. Et dernière petite phrase, tous les chevaux réagissent de la même façon à une séance. Mythe aussi, pas du tout. Il y a des chevaux chez lesquels c'est extrêmement visuel. Des chevaux, moi j'en ai eu qui s'étiraient comme des chats pendant la séance. Il y en a qui s'endorment, il y en a, t'es là, tu fais ton truc, c'est bien, ils sont là. Et même l'après-séance, il y a des chevaux qui sont entre guillemets transformés après une séance. On me dit des fois, c'est plus le même, il est beaucoup plus souple, il est beaucoup plus volontaire, je m'en sors beaucoup mieux à cheval. Et il y en a d'autres où on me dit, écoute, moi j'ai pas de doute sur le fait que ça lui fait du bien. Après, à cheval, je sens pas forcément la différence. Dans la vie de tous les jours, je vois pas forcément la différence non plus. Maintenant, en général, quand je manipule, ils voient bien ce qui se passe. Quand je leur explique, j'explique toujours, j'essaie toujours d'expliquer de manière hyper claire aux gens pour qu'ils comprennent ce que je fais. Vraiment, je leur montre, tu vois, il y avait cette cervicale-là qui était bloquée, ce qui fait que au niveau du garrot, là, il y a tel muscle qui est ici, les fibres, elles sont dans tel sens, donc ici, ça coince, ça fait que ça vient coincer là. Comme je leur explique de manière vraiment très claire, ils savent que j'ai fait quelque chose et que ça a forcément eu un impact sur l'animal. Même si c'est pas forcément visible. Mais ouais, il y a des chevaux chez lesquels c'est extrêmement visible. Il y en a où on voit quand même qu'il y a un petit truc, et il y en a rien du tout. C'est pas du tout. Super. Écoute Emma, merci beaucoup pour toutes tes explications et cette belle immersion dans ton métier. Mais je t'en prie. Pour ceux et celles qui voudraient te contacter, je vais bien entendu glisser tes coordonnées dans la description de l'épisode. Merci. N'hésite pas à faire appel à toi. Rappelle-nous juste peut-être la région dans laquelle tu travailles. Je suis de la région Grand Est, autour de Metz principalement. Donc la Moselle, c'est mon plus gros secteur. Après, je me déplace dans la Meuse, dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle, tout Grand Est. Je vais même jusqu'aux frontières luxembourgeoises et belges, au besoin. Et ben voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un ostéopathe de faire appel à Emma. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux obstacles. J'espère qu'il vous a plu. Pour réagir, poser vos questions ou simplement échanger, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom Entre deux obstacles. Le podcast revient rapidement avec de nouvelles voix, de nouvelles histoires et toujours cette même passion pour les chevaux. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos chevaux.